Des livres difficiles que moi, j'ai le goût de lire, que j'ai l'intention de lire, mais vous n'êtes pas obligé de les lire de votre côté. C'est le concept de la vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo hors série parce que d'habitude, sur la chaîne ici, Pourquoi c'est bon, ben, on parle de vieux films de science-fiction en général, mais plutôt vieux. Mais, comme vous le savez peut-être, je suis un grand amateur de livres et de lecture et j'aime beaucoup les vidéos de lecture sur YouTube, style BookTube, comme disent les anglo-saxons, et il y a une sorte de thème présentement. Souvent, BookTube, ils prennent des thèmes qui, tout le monde fait le même genre de vidéos pendant un bout de temps, puis souvent, ils sont très intéressants, en fait, ces concepts-là, puis c'est celui d'aujourd'hui, 10 livres difficiles que j'ai l'intention de lire, puis vous n'êtes pas obligés. Je ne mettrai pas ça sur le thumbnail, parce que ça prendrait le thumbnail au complet, mais j'aime vraiment beaucoup l'idée, puis je le fais pour le plaisir. Fait que, essentiellement, c'est une vidéo hors série aujourd'hui que je fais purement parce que ça me tente. Donc, le premier sur la liste, c'est un bouquin que... j'ai dit, en passant, il n'y a aucun livre de science-fiction sur la liste, mais j'ai mis un 11e titre en bonus qui est clairement dans la galaxie de la noble tradition de la science-fiction fantasy si on veut. Fait que j'en parlerai à la fin en bonus. Donc voilà. Premier livre sur ma liste, c'est Kant, c'est la critique de la raison pure. J'ai commencé à le lire, je pense, au mois de janvier, fait que je suis pas rendu très loin. Pourquoi c'est difficile? Ben, pourquoi c'est bon? OK. C'est bon parce que c'est réputé être le moment charnière dans l'histoire de la philosophie occidentale. Puis la philosophie occidentale, c'est la civilisation occidentale d'une certaine manière. L'origine de la civilisation occidentale, c'est pas mal la Grèce mélangée avec la tradition orientale de la Bible, il y a un paquet de trucs comme ça, mais l'acte de naissance vraiment de la civilisation occidentale, c'est pas mal la naissance de la civilisation grecque. Il y a un bouquin hyper intéressant de c'est A Story Waiting to Pierce You, qui démontre avec une assez grande érudition et grande éloquence que c'est ça, la naissance de la civilisation occidentale, c'est la naissance de la civilisation grecque. Puis la civilisation grecque, on pense en particulier à la civilisation, à Athènes en vérité, à tort ou à raison, mais quand on pense aux Grecs en général, en vérité, on pense à Athènes, puis on pense à Athènes particulièrement au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça pour dire que les deux grands legs culturels de la Grèce, évidemment, ben, c'est d'une part Homère, on y revient peut-être tantôt, et d'autre part la philosophie, Platon, Aristote et les présocratiques, etc. Fait qu'il y a un parallèle entre les deux, puis c'est intéressant parce que l'erreur de la philosophie que je pense qui finit par s'installer, puis il y a un consensus même chez les philosophes, il y a une opinion assez répandue que justement, à un moment donné, la philosophie s'est assez solidement fourvoyée. Cette erreur-là, c'est l'erreur de la philosophie, puis ça a rapport avec, en quelque part, une confusion par rapport à la fonction et aux capacités de notre raison, de notre mental, de notre capacité de réflexion. Fait que c'est ça, le grand problème avec la philosophie, souvent, c'est comme on dit, un peu du pelletage de nuages, ou des choses comme ça a l'air un peu déconnecté de la réalité. En tout cas, au moins dans la culture populaire, on voit ça un peu comme ça. Puis on voit ça aussi comme étant parfois prodigieusement difficile à lire. Puis Kant est certainement très difficile à lire pour un paquet de raisons. Mais son projet, c'est précisément de dénouer la confusion par rapport au mental. Fait que c'est ce moment charnière-là où est-ce que Kant, donc, arrive et il dit « Nous sommes dans les patates depuis au moins 1000 ans, 1500 ans. Là. Nous avons complètement tort par rapport à ce que la philosophie est capable de faire, puis par rapport à ce que notre raison est capable de faire. » Puis lui en vient à la conclusion que tout ce qu'on voit, alors je le paraphrase extrêmement grossièrement, c'est pas exactement ça, mais c'est pour ça que je veux le lire entre autres, pour comprendre précisément. Mais la grande ligne, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit dans le monde et qu'on interprète via notre raison est un reflet de notre raison. Alors, parce que c'est filtré par notre raison, ce qu'on voit, c'est pas le monde, c'est l'appareil de perception de la raison, essentiellement.
Voyez-vous le truc, là? Donc, c'est ça. La raison est incapable de percevoir les vraies choses. Tout ce qu'elle perçoit, c'est comment elle catégorise les choses. C'est à peu près ça, l'idée, là. Mais évidemment, c'est plus intelligent que ça dans son truc. Mais, puis, pourquoi c'est dur à lire? Ben parce que, tu sais, c'est un langage... c'est quoi, là? Mais comment maintenant peut-il y avoir dans l'esprit une intuition extérieure qui précède les objets mêmes et dans laquelle leur concept puisse être déterminé a priori? Cela ne peut évidemment arriver qu'autant qu'elle a son siège dans le sujet, comme la capacité formelle qu'il a d'être affecté par des objets et d'en recevoir ainsi une représentation immédiate, c'est-à-dire une intuition, par conséquent comme forme du sens extérieur en général. Ben, puis ça, c'est honnêtement un des plus faciles à comprendre, là. Donc, Kant bâtit une sorte de cathédrale intellectuelle où chaque paragraphe puis chaque phrase sert à mener au moment charnière du bouquin. Je ne sais pas c'est quel, au tiers ou à la moitié. Il y a un moment, là, le revirement épistémologique, je ne sais pas trop quoi. Là, il y a un moment célèbre dans le bouquin où est-ce que quand tu comprends vraiment qu'est-ce qu'il fait, là, puis tu comprends pourquoi ça fait 300 pages qui te, comme on dit, casse les burnes avec son langage alambiqué, tu comprends qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, puis là, tu comprends qu'est-ce qu'il essaie de dire, parce que ça, il a pris tout ce temps-là pour te présenter les idées, pour que ton cerveau soit prêt à comprendre qu'est-ce qu'il essaie de dire, là, mais tout est assez logique, là, finalement. C'est pas un art d'élocution puis d'éloquence, c'est un art carrément intellectuel. Il a pris 10 ans à travailler là-dessus. Puis quand ce moment-là, ce revirement se produit, puis qu'on comprend que, oh mon Dieu, il a raison, essentiellement, ben c'est souvent perçu comme une forme de jouissance, de forme de jouissance, là, OK? C'est un livre qui procure un profond plaisir à cause de cette raison-là, puis un plaisir qui vient d'une sorte de réalisation fondamentale et existentielle sur l'existence au complet. Ça ne veut pas dire que Kant est le dernier mot sur la philosophie, pas du tout, encore une fois, on y revient peut-être tantôt, mais puis il y a des critiques qu'on peut adresser au bouquin, par exemple, il y a en vérité des incohérences. Là, je regarde des vidéos sur YouTube, là, des cours d'université essentiellement sur Kant, là, la beauté de YouTube. Il y a des trucs qui sont pas toujours... Il y a des incohérences à certains points de vue. Rien qui fait s'effondrer l'édifice au complet, mais c'est pas un bouquin parfait, finalement. C'est pas une réussite absolue, mais c'est 98,9% de la plus grande... d'être l'accomplissement intellectuel suprême de la civilisation occidentale. La raison, ultimement, pour laquelle c'est dur, c'est que il y a une solution, c'est de prendre de copieuses notes. Honnêtement, je pense que c'est ça. Pour lire le bouquin, il faut soit se souvenir de ses années universitaires, soit se créer un système efficace de prise de notes, puis pour s'y retrouver après, parce que c'est ça, pour comprendre les termes, parce qu'il réutilise les mêmes termes, donc il faut être certain de se souvenir qu'est-ce qu'il veut exactement dire. Donc, fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un travail de lecture minutieux, mais ceci dit, puis là je passe à mon prochain, mais ceci dit, je trouve que la lecture est quand même à certains niveaux plus facile que ce qu'on en dit, parce que c'est pas artificiellement verbeux et intellectuel. Okay. Son objectif est de créer un édifice logique et philosophique, logique on va dire, mais compte tenu des contraintes qu'il s'est fixées et de son objectif, c'est écrit plutôt lisiblement finalement, puis en tout cas moi je trouve, ça fait que c'est plus facile à lire au niveau de la prose en tant que telle. Mais c'est ça, le contenu est... Voilà, j'ai bien hâte de m'y remettre. Deuxième livre sur la liste. Les autres, je vais essayer d'aller plus vite. Le deuxième livre, c'est Les Mémoires de Saint-Simon. Ça aussi, j'ai commencé, puis ça aussi, je suis pas rendu très très loin. Ça fait des mois qu'il est sur mes tablettes. Il y en a, je pense, 6 dans cette édition-là de la Pléiade. Il y a une deuxième édition de la Pléiade qui est en 5 ou 6 volumes, là, encore une fois épais comme ça, puis les œuvres complètes, les mémoires complètes de Saint-Simon, je pense qu'il y a une édition en 30 livres, là, 30 livres
des gros livres épais comme ça. Là. Okay? Je l'ai vu physiquement. Là. Je ne l'ai pas en ma possession, hélas. Mais pourquoi c'est bon, les Mémoires de Saint-Simon? Ben, c'est un des plus grands, c'est un des livres les plus influents, les plus importants de la littérature française, en vérité, puis entre autres Marcel Proust, mais pas que lui, mais certainement Marcel Proust par La Recherche du temps perdu, là. Puis lui parle fréquemment des Mémoires de Saint-Simon. Puis qu'est-ce que c'est, les Mémoires de Saint-Simon? Ben, Saint-Simon, c'est un noble extrêmement mineur, mais qui était à la cour de Louis XIV, le roi Soleil. Puis il y a eu une carrière, à la cour quand même, il était assez élevé pour ça, mais il s'est pas rendu, il s'est pas couvert vraiment d'honneur. La raison pour laquelle il est passé à la postérité, c'est qu'il a fait une chronique du règne de Louis XIV, sur, je pense, une trentaine d'années ou quelque chose comme ça. Puis ouais, c'est un langage du 16e, 17e siècle, là, ça fait que c'est... faut s'habituer à ça, là, je l'avoue. Mais je ne veux pas dire que c'est un soap opéra, là, mais ce dont on se rend compte là-dedans, c'est que Louis XIV et sa cour, donc le roi le plus légendaire de l'histoire, à beaucoup de points de vue, okay, le roi Soleil, ben c'est un gars, ok? Puis c'est un gars pas forcément... si prodigieusement brillant que ça, là, sans faire de jeu de mots, brillant soleil. Puis il y a beaucoup de... Ça illustre les mesquineries, les bassesses, mais aussi la vie quotidienne de ces gens-là. C'est les intrigues c'est les histoires de fesses, là, finalement. Puis aussi, c'est ça, les tractations politiques, mais... c'est un portrait de la personnalité puis du caractère de ces innombrables figures historiques. Puis ça nous fait vraiment voir, ça dresse vraiment un portrait, on peut le croire assez fidèle, quoique il est aussi très vraisemblable qu'il présente les affaires d'une manière qu'il met, lui, sous son meilleur jour. Essentiellement, Saint-Simon n'est pas forcément toujours d'une bonne foi hors de tout reproche, là, sans reproche. Mais on n'imagine pas les gens à la cour de Louis XIV comme, tu sais, une gourgandine un peu niaiseuse, ou peut-être un gars, tu sais, comme vraiment du monde que vous avez déjà rencontré dans votre vie. Puis c'est ça qu'on a là-dedans. Ça fait que c'est à la fois une chronique du grand siècle de la France, ok, le moment où la France est au sommet justement de la civilisation européenne, on va dire occidentale, ok. Ça fait que avant eux, je pense que c'était les Habsbourg, l'Espagne, après l'Angleterre a repris le flambeau, mais pendant 100 ans, c'est la France. La raison pour laquelle jusqu'au 19e, même 20e siècle, certainement 19e, la raison pour laquelle la langue de la diplomatie, c'était le français, ben, c'est probablement pour ça, voyez-vous. C'est ça, donc c'est à cause de ce siècle-là. Puis Saint-Simon nous en fait une chronique à la première personne. Là. Il était physiquement là, un peu comme l'histoire de la commune là, par les Sagaré, que j'ai toujours pas lu non plus, qui a l'air excellent. Là, je finis là-dessus. Les histoires à la première personne, dans l'historiographie, c'est pas hyper fiable, c'est pas réputé comme hyper fiable. Le travail historique, c'est utiliser les pièces historiques, les documents, etc. La base de la méthode historique, c'est ça. Ça demeure un narrateur avec ses propres intérêts qui présente les choses, mais c'est c'est souvent comme ça, mais c'est presque truculent, c'est fascinant, puis c'est ça. Ça fait que c'est un portrait non seulement du grand siècle de la France, puis de ce roi hyper puissant, mais dont on partage l'intimité, mais c'est aussi un portrait de tous les pouvoirs, à mon avis, puis là je finis là-dessus pour ce titre-là, avant de passer au troisième, parce que les puissants sont plus comme ça, à mon avis, que le spectacle grandiose qu'ils aiment présenter au public. Le pouvoir est toujours un spectacle du pouvoir avant tout. Mélange de ça, puis de menaces, puis de répression, puis de cajoler les gens. C'est un peu tout ça, mais sans la mise en scène qui fait croire aux gens que le roi parle pour Dieu ou ce genre de choses-là, ben, c'est ça s'effondre assez vite. Là. J'ai très hâte de lire ça. Là. Alors, il faut lire un chapitre par jour pendant 1 an pour passer au travers les 6 livres. Ça demeure dans ma liste de projets. Troisième sur ma liste de projets, ben là, on est encore dans l'histoire, mais là, on est chez les Grecs. C'est Thucydide de la guerre du Péloponnèse.
je reviens sur les Grecs dans pas très longtemps, mais pourquoi celui-ci en particulier? Ben, la guerre du Péloponnèse, c'est l'histoire de la chute d'Athènes, je crois. Gouffre béant dans ma culture, mais je ne suis pas 100% certain, mais je crois, je n'ai pas vérifié, que c'est ça, c'est la fameuse guerre contre Sparte, n'est-ce pas? Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que Thucydide va nous montrer comment cette guerre-là se met en place. Donc à l'époque, je crois on est au début à l'époque de Périclès, le grand siècle, le siècle de Socrate, puis des philosophes, etc. C'est ça, quand on pense à la civilisation grecque, okay, on parle d'une période d'environ 60 ans. En vérité, Homère, c'est 500 ans avant, là, mais le gros de la période historique qu'on a en tête, c'est même pas 100 ans. Puis c'est cette période-là. Puis ce que Thucydide nous montre, c'est le fonctionnement réel de la démocratie athénienne et comment la guerre contre Sparte est déclenchée, puis comment elle finit par détruire la société athénienne, puis de ce que je crois en comprendre, par un mélange de corruption, puis de failles, de défauts de caractère, essentiellement. Là. Fait qu'il va... Puis je crois que Thucydide ne juge pas. Puis ça, dans notre livre suivant, on en reparle encore une fois très rapidement, parce qu'il y a un thème, il y a un lien entre les deux livres dont je parle présentement ici. Là. Les Grecs n'ont pas la même notion de moralité que nous autres. Puis il y a des... Ça s'observe assez souvent, si on veut, qu'il y a des comportements qui nous paraîtraient absolument répréhensibles, qui nous sont finalement présentés comme tout à fait normaux. Ils battent pas de l'œil un instant là-dessus. Bon, c'est ça. Fait que le problème, je crois comprendre du résumé que j'ai lu, que Thucydide voit à l'époque, c'est qu'ils n'ont pas réussi finalement. C'est que l'erreur, le problème de la démocratie athénienne, c'est pas qu'ils ont utilisé des moyens ratoureux et malhonnêtes, c'est que ils n'ont pas été assez intelligents pour que ça marche, là, ou assez rusés, ou peu importe. C'est à peu près ça. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, à part que, bon, écoute, c'est un des plus grands monuments de ce que l'humanité a produit par écrit, là, ça, là, OK? Puis c'est un portrait, encore une fois, à la première personne, parce que je crois que Thucydide, je crois, pas certain, mais je crois qu'il était là, lui aussi. Fait qu'il décrit qu'est-ce qu'il voyait. Il a personnellement connu les gens dont il parle là-dedans. C'est-à-dire la fine fleur de la société athénienne. C'est intéressant comme être humain sur la planète Terre, parce qu'on peut lire qu'est-ce que l'humanité a produit de plus grandiose, d'une époque les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité, facilement. Là. Mais ce qui m'intéresse là-dedans aussi, puis là, après ça, je passe au prochain, c'est précisément le portrait de comment une guerre, comment le fait que la guerre devienne habituelle dans une société finit par détruire cette société. Comment le fait d'avoir un empire détruit toute société qui en a une, essentiellement. Okay? Puis c'est ça, Athènes, c'est un empire en vérité. C'est un empire qui gouverne d'autres villes grecques, okay? Mais dans cette société-là, c'est ça, il y avait Athènes qui était au sommet, puis les autres étaient les vassaux d'Athènes, essentiellement. Ils avaient un empire. Puis Sparte n'était pas d'accord, puis Sparte finit par gagner. Mais je crois comprendre que ce que Thucydide illustre, c'est que la condition pour avoir un empire, c'est d'accepter un niveau de corruption qui va toujours grandissant, finalement, qui commence par des petites choses, là, des petites concessions morales, puis qui finit dans l'abjection totale, finalement. Puis, je m'excuse, là, mais c'est mon opinion. Regardez le monde aujourd'hui dans lequel on vit. Fait que c'est intéressant pour ça, voyez-vous. Je suis certain que Thucydide, comme gars, comme auteur, ne tire pas les mêmes genres de conclusions que moi j'ai tendance à tirer. Mais je pense que le parallèle est intéressant, puis c'est certain que je veux lire ça, ça a l'air absolument génial. Là. Fait que, écoute, c'est bon. Le prochain sur la liste, c'est un grec aussi. On est quasiment à moitié, là. Donc, le prochain sur la liste, c'est Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Je le compte comme un seul bouquin. Ici, c'est l'Iliade. Je l'ai déjà lu, l'Iliade. J'ai
adoré ça, là. C'est un classique de tous les temps, c'est pas pour rien. Mais pourquoi c'est... Puis ça se lit... Il y a des bonnes traductions, là. C'est toujours pas un petit effort, là, mais ça se lit relativement facilement. Mais le gros défi ici, c'est que je veux le lire en grec ancien. Ça, c'est un des grands projets de mon prochain 10 ans, si vous voulez. Alors, présentement, j'apprends l'allemand. La prochaine langue au programme que j'apprends, c'est le latin. Là, ça fait très longtemps là, que non seulement que je veux apprendre le latin, mais que je me suis essayé à plusieurs reprises. J'ai eu des cours au secondaire, mais c'était moyen. Fait qu'après, je fais le latin parce que j'ai déjà des bases, puis c'est quand même plus facile que le grec ancien, qui est une langue réputée comme étant très, très, très difficile, rempli d'exceptions grammaticales de toutes sortes. Puis non seulement ça, mais la langue d'Homère, Homère écrit avant le siècle de Périclès, comme j'ai dit, environ 500 ans. Donc il parle un grec archaïque, un grec ancien, même pour nos Grecs anciens. À nous, c'est un peu comme comparer le français de Rabelais avec notre français à nous. Là, on peut en prendre l'habitude sans trop de difficulté, là, mais ça prend quand même un effort là, pour s'habituer au français de Rabelais. Ça vaut l'effort, ceci dit. Ça vaut vraiment... Mais Homère, c'est ça, la distance entre le grec d'Homère et le grec, mettons, de Thucydide est encore plus... Le fossé est encore plus considérable, puis en particulier, je pense qu'il y a quelque chose comme la moitié des mots du vocabulaire, là, qui sont dans Homère, sont des mots qui ne reviennent qu'une seule fois dans toute la littérature grecque, et c'est dans Homère. Donc, il y a un paquet de mots dont on ne connaît la signification. Donc, il faut apprendre la signification par cœur pour le seul endroit dans votre vie où vous allez le rencontrer, qui est à cette page précise de ce bouquin-là. Mais je veux le lire parce que, Chris, ça a l'air le fun. Pour moi, là, ça, c'est le genre d'affaire qui a l'air le fun. Puis j'ai vu, c'est quoi, Tom Hiddleston, le gars qui joue Lucky, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mentionné en entrevue avec Stephen Colbert, un gars très cool, que c'est ça, il avait lu l'Odyssée et l'Iliade en grec ancien, puis il fait ça, la saveur est différente, OK? Oui, en traduction, j'ai trouvé l'Iliade excellent, j'ai l'intention de lire l'Odyssée cette année, c'est sur ma liste, mais il est certain qu'on perd une énorme partie de la raison pour laquelle, au niveau du langage pour lequel les Grecs trouvaient ça aussi malade mental. Il y a une partie qui nous échappe si on ne le lit pas en grec, qui est la saveur, encore une fois, la truculence, le côté... fait que cette expérience-là, finalement. Puis, ouais, j'avoue, écoute, je trouve que, honnêtement, là, si on est bien sincère, je trouve aussi que c'est un côté défi intellectuel, là, tu sais, ça fait quand ça, puis apprendre les sudoku. Ce qui m'arrive de faire, les techniques de sudoku, je pense que il y a beaucoup de plus grandes récompenses qu'on peut trouver chez Homère. Ça fait que tu sais, bref, j'ai l'intention de lire non seulement l'Iliade et l'Odyssée, mais de les lire en grec ancien. Alors, probablement dans une 10-12 ans, c'est ça l'horizon réaliste, là, OK? 1 an à peu près pour apprendre l'allemand au niveau que je cherche à développer. Après ça, juste à le maintenir puis à l'améliorer. Après ça, je sais pas, un 3-4 ans pour apprendre le latin à un niveau suffisant, quelque chose comme ça. Puis après ça, un 4-5 ans de grec, là. Puis après ça, évidemment, avec le grec, on peut lire Hésiode, puis évidemment tous les philosophes, puis les présocratiques, justement, etc. Ça fait que très, 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 très belle table. Prochain sur la liste, là, on est à mi-chemin. C'est Crime et Châtiment. C'est un autre livre. J'ai essayé de le lire. Puis honnêtement, j'ai débarqué assez vite, décroché assez vite, mais je veux le lire. Ça a l'air super bon. C'est un livre, c'est ça, plus récent, mais qui est aussi... je suis tenté de faire un rapprochement entre le grec ancien et le russe, parce qu'il y a je pense qu'il y a des défis pour quelqu'un qui apprend la langue. C'est plus difficile le grec ancien, mais il y a des défis assez considérables pour apprendre le russe qui seraient sur ma liste. Genre, après le grec, j'envisagerais sérieusement d'apprendre le russe. Puis entre autres, pour lire les frères Strugatsky, mais pour lire Dostoïevski, Tolstoï, les grands romanciers du 19e siècle, beaucoup de Russes, c'est légendaire. Puis Crime et Châtiment, c'est une histoire policière et une histoire philosophique. C'est essentiellement l'histoire un peu à l'Edgar Allan Poe, d'un certain point de vue. D'un gars, je pense que c'est un révolutionnaire plus ou moins anarchiste, et il décide d'assassiner quelqu'un,
Et ça marche, et donc il accomplit son crime, mais il n'est pas capable de vivre avec. Donc au début, il se prend pour une sorte de surhomme nietzschéen, mais un coup que c'est fait, il le regrette amèrement, un peu comme dans Rope de Hitchcock, hein, c'est un peu le même thème. Puis il est suivi par un détective qui finit par... c'est une sorte de Columbo essentiellement, là, parce qu'il devine, je pense, en cours de route que c'est lui, puis finalement... joue des genres de jeux psychologiques avec notre jeune assassin nietzschéen. Là. Présenté comme ça, c'est un livre policier, puis un des grands intérêts de Crime et Châtiment, c'est que c'est une histoire policière style Columbo, là, carrément, là, ou Hitchcock, mais c'est aussi un livre philosophique. Puis philosophique dans le sens courant, c'est un livre avec des questions qui posent des questions morales, intellectuelles, mais surtout morales, profonde, comme beaucoup des grands romanciers russes. Puis la difficulté vient du fait que c'est un autre livre où il faut prendre des notes parce que il y a beaucoup de personnages, puis les noms des personnages ont une signification symbolique et narrative essentiellement. Alors, tu sais, le fait que, par exemple, il y a un des copains de notre héros qui est une sorte de révolutionnaire, philosophe, justement, bon. Puis son nom a un paquet de réseaux de significations qui sont immédiatement compréhensibles à un russophone, mais qui nous passent par-dessus la tête pour ceux qui ne parlent pas encore le russe. Puis c'est là, je pense que c'est la raison pour laquelle je faisais le rapprochement avec le grec ancien, c'est qu'il y a une partie du bouquin qui implique, encore une fois, de prendre des notes et de comprendre, c'est les conseils que moi j'avais vus, ce que veulent dire les noms en russe, puis les différentes nuances. Puis quand on fait ça, bien, il y a beaucoup des défis de lecture. Il y a un effort supplémentaire que ça prend quand on lit le bouquin dans une traduction française, par exemple, que les Russes n'ont pas, c'est parce qu'ils comprennent qu'est-ce que le nom veut dire, puis le nom leur dit tout de suite qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait qu'en gros, il faut avoir un cahier à côté avec des notes, avec les noms des personnages, puis qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis quand on fait ça, encore une fois, c'est le conseil que j'avais vu, notre navigation dans le bouquin est beaucoup plus sereine. Puis c'est un peu cette étape-là que j'avais trouvé. J'ai commencé à le faire, mais j'ai vite trouvé ça rébarbatif. Ça fait que j'ai mis ça sur ma table de « on va le lire plus tard ». Mais ne serait-ce que pour cette raison, je veux le finir parce que je l'ai commencé. Puis c'est certain que c'est un des grands monuments de la littérature occidentale. Puis je suis très, très, très intrigué par l'histoire policière, l'histoire morale. Bon, c'est ça, là. Il y a une histoire de Superman aussi dans les années 80 où est-ce que justement, comme dans le film de Zack Snyder, Superman bute le général Zod, mais contrairement au film de Zack Snyder, Superman dans les comics est, encore une fois, pas capable de vivre avec ce qu'il a fait, puis il développe une sorte de personnalité schizoïde, puis finalement il part en exil. Fait que c'est Jerry Ordway, je pense, qui écrit ça, je suis pas certain, mais de mémoire, cette run-là de Superman dans les années 80, et de loin dans les meilleures histoires de comics, puis certainement de Superman que j'ai lu dans ma vie. C'est vraiment, vraiment super bon. Là, ça se déroule sur 1 an ou 2. Là. Si vous trouvez ça en trade paperback, ça vaut vraiment la peine, à mon avis. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Fait qu'on a un peu ça là-dedans. Fait que Dostoïevski. Prochain sur la liste. Après ça, là, c'est vrai, j'essaie vraiment d'aller plus vite. Le prochain, c'est Ulysse de James Joyce. Un autre bouquin légendaire pour la difficulté qu'il représente. Mais c'est aussi un bouquin qui est réputé pour sa grande jouissance, qu'il procure, son grand plaisir de lecture, puis la difficulté d'Ulysse, ben la raison de le lire, c'est que c'est réputé comme un grand chef-d'œuvre, et deux, un des livres les plus durs à lire, puis c'est une brique énorme, ça fait que, ouais, ok, c'est un défi, c'est comme gravir l'Himalaya, bon, mais apparemment, le défi, c'est que c'est rempli mur à mur de références intellectuelles et littéraires en particulier, entre autres à Homère, que personne ne va comprendre. Ça prendrait toute une vie pour essayer de comprendre toutes les références, puis je pense pas que personne n'y est jamais arrivé. Puis je pense que dans la légende du bouquin, c'est le côté rébarbatif. Puis chaque chapitre ou chaque section est écrit dans un style complètement différent. Il se passe plein d'affaires de ce genre-là. Mais apparemment, la manière de le lire, c'est de le prendre vraiment comme un jeu, comme un plaisir, finalement. Fait que le jeu, c'est pas comprendre toutes les références, c'est juste
c'est pas une compétition, c'est pas un défi qui nous dit, tu sais, si tu comprends pas les références, c'est parce que tu es intellectuellement inférieur. C'est plus, ne vois-tu pas le plaisir que moi j'ai à mettre ces références-là et souhaites-tu, tu sais, partager le plaisir que moi j'ai finalement, là, puis qui est lié au plaisir d'être en vie à beaucoup de points de vue. Ça fait que c'est un peu ça. Fait que je suis curieux de lire, puis encore une fois, c'est parce que, un peu comme Gravity's Rainbow là, de Pynchon, que ça aussi j'avais commencé, je l'ai quelque part. C'est des bouquins qui sont réputés comme étant très très durs, puis durs à lire, là. Puis, j'ai pas mis... Il est sur ma liste de bouquins à lire, là, Pynchon, mais c'est pas un livre écrit pour le plaisir de la lecture. Okay? Tandis que c'est difficile pour des raisons philosophico-narratives. Si on veut, je pense que Pynchon décrit... c'est en lien avec la guerre nucléaire, la bombe nucléaire. Là, ça fait qu'il y a thématiquement, ça se justifie. Mais... c'est dur à lire vraiment pour le plaisir, là, je pense. Peut-être à un moment donné que chez Pynchon, chez Gravity's Rainbow, c'est peut-être que ça débloque à un moment donné, mais je crois comprendre que dans Joyce, si on le prend dans l'esprit avec lequel je pense que le livre nous est proposé, on peut avoir du plaisir dès le début. Ça fait que c'est 800 pages de plaisir ou 1000 pages, je sais pas combien. Ça fait que voilà, Joyce, Ulysse, il est sur ma liste. Le prochain, il m'en reste 4 plus mon bonus. Alors là c'est vrai que je vais plus vite. George Eliot, Middlemarch, roman, je pense, du 18e, 19e siècle britannique, une sorte de feuilleton qui décrit, c'est ça, Middlemarch, c'est l'histoire d'une ville, je crois. C'est lié avec le mouvement ouvrier, mais en vérité, c'est une ville avec des tonnes de personnages, les habitants de la ville, tous plus, chacun plus charmant ou plus pittoresque que les autres, et c'est le portrait de toute une société et peut-être de toute une civilisation. Ça fait que je suis assez intrigué de lire. La difficulté, c'est qu'il y a des tonnes de personnages et le bouquin, c'est une autre brique. Mais apparemment, si on met l'effort pas si énorme finalement que ça implique, là, juste d'apprendre les noms, apparemment on en procure, encore une fois, d'énormes satisfactions. Et un conseil que ce monsieur faisait sur sa chaîne, c'est de le lire en feuilleton. Ça a été publié en feuilleton, un peu comme les romans de Dumas, par exemple, Monte Cristo. Puis Monte Cristo, c'en est un autre que j'essaie de lire depuis un bout de temps. Mais mon erreur avec Monte Cristo, puis l'erreur à éviter, je pense ici, c'est que nous, on voit ça comme des romans publiés, puis c'est des grosses briques. Tu sais, le Vicomte de Bragelonne de Dumas, c'est comme 3000 pages, là. Mais ouais, à la recherche du temps perdu, c'est 3000 pages d'un seul bouquin. Mais Vicomte de Bragelonne, ou Monte Cristo, ou ça, c'est 3000 pages, 1000 pages, 2000, 3000, mais qui ont été publiées à raison de 40 pages par semaine, ou quelque chose, ou 50 pages par semaine, ou je sais pas combien, là, tu sais, c'était publié au jour le jour, essentiellement, tu sais, sur une période de quelques années, bon, je sais pas. L'horizon de lecture est complètement différent, ça fait que ça prend un an, mettons, le lire, un peu comme Saint-Simon, ça prend un an le lire de cette manière-là, mais c'est un peu comme la différence entre écouter Twin Peaks, une série télé là, qui sort à toutes les semaines, puis c'est un peu comme l'écouter à l'époque quand il sortait à toutes les semaines, puis avoir une semaine d'attente dans chaque épisode, parce que ça a le temps de rentrer, puis on a le temps de se poser des questions, etc. Puis ça, c'est une énorme partie de l'expérience d'écouter ces émissions-là. Mais la différence entre ça puis le binge-watching qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on va se taper 10 saisons de X-Files en 3 jours, peu importe, tu sais, en une semaine consécutive, ben l'expérience est complètement différente, là, puis, tu sais, ça peut être un peu, c'est un côté le fun, mais c'est un côté un peu aussi, ma 8e assiette au buffet chinois, là, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, là. Moi, j'aime pas ça les mets chinois, mais... c'est une approche intéressante de lire les romans feuilletons comme des feuilletons, c'est-à-dire comme ils ont été écrits, avec l'intention de lecture qui était que les gens allaient les lire au fur et à mesure qu'ils sortaient. Fait que c'est le conseil pour ce bouquin-là, pas juste lui, n'importe quel feuilleton, il y en a quand même pas mal. Puis George Eliot, apparemment, c'est hyper bon. Bon, fait que si je suis pour lire des romans de style, on va dire, victorien ou Élisabeth, pas Élisabeth, mais victorien ou quelque chose comme ça, édouardien, ça serait pas mal sur le sommet de ma liste, là. Je lirais, ça me tente de lire ça avant Thackeray, par exemple, ou Vanity Fair, je sais pas trop quoi, là.
Vanity Fair, est-ce que c'est accuré? Je suis pas certain. Mais peu importe. Je suis curieux, apparemment c'est super bon. OK. Le prochain sur ma liste, c'est le seul dont j'ai pas de copie physique, c'est le livre rouge de Carl Jung. J'en ai parlé souvent dans mes vidéos sur les films. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la littérature, c'est un journal personnel qui a été publié pour la première fois très récemment, le genre année 2000, je pense, là. Puis c'est le journal de bord du voyage de Carl Jung à travers sa propre psyché et son propre inconscient subconscient. Et c'est une période pendant laquelle, comme il l'a dit publiquement plus qu'une fois, il a vraiment passé extrêmement proche de virer complètement fou, là. Mais il a fini par passer au travers. Fait que c'est ses entretiens avec son daimon, ultimement, son moi profond, etc., dont il fait la rencontre, le fameux Philémon, qui est le nom de son daimon. Et c'est ça, mais c'est aussi toutes les différentes découvertes qu'il fait à l'intérieur de sa psyché, puis des découvertes qui ont un intérêt pas pour les raisons biographiques, anecdotiques de Carl Jung comme gars. Ça honnêtement très peu d'intérêt, lui ou n'importe qui, là. On s'en fout un peu honnêtement. Mais ce qui est crucial, c'est que c'est la structure psychique de n'importe qui. Alors, ce qu'il y a dans les poupées chinoises, okay, où le dessin de la poupée chinoise varie d'une personne à l'autre, mais les mécanismes généraux, les fonctions générales, les genres de conflits intérieurs, c'est ça, le type d'environnement psychique intérieur, ça, c'est universel. Puis, ben c'est ça, si vous avez fait ce genre de travail-là, vous êtes en cours de faire ce travail-là, vous savez qu'est-ce que ça représente. Si vous trouvez que l'analyse de rêve est complexe, ben honnêtement, c'est le même niveau, c'est le même genre de truc, là, mais partez du principe que toute la vie est un songe, comme disait Calderon, et une de mes chansons d'ailleurs. Puis c'est vrai, à mon avis, à beaucoup de niveaux, mais il y a un niveau en particulier, au premier degré presque, parce que notre monde extérieur, notre perception du monde extérieur, est un reflet de notre psyché. Puis il y a des rapprochements à faire avec notre ami Kant, dont on a parlé au début de ce voyage-ci qu'on est en train de faire dans cette vidéo, qui commence à achever, là. Il y a une édition, c'est un gros bouquin qui reproduit son manuscrit avec les dessins. Puis les dessins du livre rouge, que Jung dessinait très bien, où il peignait. Puis ces dessins-là sont les dessins de ce qu'il voit à l'intérieur de sa propre psyché. Fait que si vous faites les exercices de Jung, ben vous allez avoir, c'est comme des rêves, encore une fois, c'est comme des rêves éveillés, finalement. C'est très facile à faire, il y a des descriptions en ligne, j'en ai déjà parlé ça aussi dans d'autres vidéos, ça vaut la peine si vous êtes intéressé à ce genre de travail-là. Il faut un peu savoir dans quoi on s'embarque, là, ok? Parce que si vous êtes un néophyte total du travail psychique, je préparais quand même mon chemin parce qu'on fait des révélations. Il y a des trucs enfouis en soi. Okay? Puis c'est entre autres ce que Jung constate en cours de route. C'est terrifiant comme voyage. Là, okay? Luke Skywalker, une sorte d'Agoba quand il rencontre Dark Vador dans la caverne. Là, okay? Ben, c'est une allégorie pour ça. Là, okay? Mais la rencontre avec l'ombre, notre part d'ombre, etc., tous ces phénomènes psychiques-là, les forces extrêmement puissantes qui sont enfouies à l'intérieur de nous, ben, ces forces-là, elles ont pas toujours un côté souriant. Elles n'ont pas toujours un côté apparemment bénéfique. Okay? Il y a un côté destructeur. Dieu, là, il y a Shiva et il y a Kali, n'est-ce pas? Il y a le côté... je connais pas beaucoup la mythologie hindoue, là, mais c'est ça. C'est Abraxas dont parle Jung. Là, okay? Dans le fait d'exister, il y a un potentiel destructeur. Okay? Puis il y a ce genre d'énergie-là. Puis il y a tout un paquet, c'est ça, de trucs qui sont extrêmement inconfortables si on n'est pas préparé à aller à leur rencontre. Le travail alchimique, si on veut, le travail de devenir pleinement un individu, passe par là. Je pense pas qu'on peut en faire vraiment l'économie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire par des trucs comme l'éveil spirituel, qui est un vrai truc. Mais mon impression, mon hypothèse, en vérité, c'est que si on fait l'éveil sans le travail, genre sur l'ombre dont parle Jung, sans le travail d'individuation, on n'a pas fait le travail au complet, puis on croit qu'on est libéré, mais on ne l'est pas. On est encore dans l'illusion. Alors, on est dans
la version illusoire de la non-dualité. Fait que ça, c'est tout un piège, à mon avis. Fait que c'est ça, le livre rouge, puis c'est pas forcément... Je sais pas si à quel point c'est un livre qu'on lit d'un couvert à l'autre, mais ça, je suis très curieux de le lire. Et d'un livre rouge à un autre, Le monde comme volonté et représentation de Schopenhauer, c'est l'avant-dernier bouquin sur ma liste officielle. Les deux derniers, je vous le dis tout de suite, c'est des livres de philosophie. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse brique énorme. Je ne crois pas que Schopenhauer est en train d'exprimer la voix profonde de son moi profond. Je pense qu'il est plutôt dans le piège de l'appareil de la raison, donc encore une fois, est prisonnier de la perception de la dualité, mais c'est... ça m'apparaît... Écoute, je suis juste curieux de le lire, ça a l'air super intéressant, puis c'est ça, Schopenhauer est légendaire pour son pessimisme. Je suis surtout curieux de le lire parce que Nietzsche parlait énormément de Schopenhauer. C'est un auteur que beaucoup de gens influents et brillants ont lu et ont cité et ont apprécié. Fait que c'est en énorme partie pour ça que je veux le lire. Puis parce que c'est un défi intellectuel, puis aussi parce que j'avais acheté 7 exemplaires précis de seconde main, il y a plusieurs années, je pense que cet exemplaire-là, dans une librairie usagée sur le plateau Mont-Royal à Montréal, n'est-ce pas? Puis j'avais une conversation avec la fille qui me l'avait vendu, puis vraiment une belle conversation, brève, mais merveilleuse, puis j'y repense très souvent. Et j'espère souvent revoir cette fille-là, d'ailleurs, ça fait un bout, là. Puis, fait qu'il y a une raison affective et biographique là, pour laquelle je veux lire Schopenhauer. J'ai l'impression... c'est ça, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il exprime, qu'est-ce qu'il cherche réellement à exprimer, puis à quel point... Mon hypothèse, c'est ça, c'est qu'il est plutôt prisonnier de son mental, finalement, puis le désespoir, puis justement le pessimisme vient. C'est souvent un effet secondaire d'être prisonnier du mental, à mon avis. Mais comme être humain, notre expression dans le monde est souvent beaucoup plus ambivalente que cette dualité-là entre le mental et le moi profond. Elle existe, en même temps, elle n'existe pas. Le mental exprime... Bon, là, je ne vais pas me perdre dans les broussailles de mes réflexions, mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce que ça dit vraiment sur Schopenhauer, puis à quel point, ultimement, à quel point ce qu'il dit n'a d'intérêt que pour lui versus quelque chose qui vraiment peut être universel. Fait qu'au minimum... C'est un bon exercice de lecture. Je suis juste curieux parce que sur ma liste depuis longtemps, le titre est intriguant, puis c'est un bouquin qui a influencé des tonnes de gens. Fait que je suis curieux de savoir si c'est aussi bon que les gens qui ont été influencés par le livre disent que c'est, puis curieux de savoir s'il y a des pépites, ou peut-être que je trouvais ça carrément brillant tout le long, puis je vais vraiment découvrir des paquets d'affaires, donc c'est ça. Donc, est-ce que c'est plutôt Nietzsche, ou c'est plutôt, c'est ça, ou c'est plutôt Kant, ou c'est plutôt quelqu'un comme mon prochain et dernier titre sur ma liste officielle, après on fait le bonus, ce quelqu'un-là, c'est Heidegger. Est-ce que Schopenhauer est plutôt Sartre? Au niveau philosophique, je ne suis pas un énorme fan. C'est-à-dire, construction mentale, essaye d'ériger un système pour comprendre le monde, mais prisonnier d'un système. C'est ma lecture rapide, très, très, très superficielle de ce que je perçois du travail de Sartre. Quoique, je suis quand même très, très curieux. J'ai toujours pas lu son bouquin. Je suis curieux de le lire, mais je pense qu'on est plus dans l'ego et le mental que l'expression réel d'un besoin universel profond. Il y a un jugement de valeur, là, c'est pas mon intention, mais c'est ça, entre le mental et quelque chose de plus profond, archétypal, c'est jungien, qui est matal, moi, qui vient vraiment me chercher, qu'on a chez Nietzsche à beaucoup de points de vue, puis qu'on a chez Martin Heidegger. Je suis-tu assez fatigant avec mon esti de Heidegger calice? Mais j'en parle tout le temps parce que pour une raison que je m'explique mal, j'ai une fascination pour Heidegger depuis maintenant, ça se compte en décennies maintenant, puis ça c'est son livre le plus connu, c'est le livre qui l'a fait connaître. Alors il en a écrit beaucoup d'autres après, puis il a non seulement changé de manière de penser la philosophie en cours de route, mais il a changé sa manière de voir la philosophie apparemment en écrivant celui-ci. Le livre n'est pas fini, là. Ça c'est la moitié du plan. Okay? Ça se termine en cours de route, mais je crois comprendre que ça finit là où c'est supposé finir réellement. Il se rend compte à un moment donné que l'impression que j'ai, mais il y a des points d'interrogation, c'est une des raisons de lire ces bouquins-là, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Là. Heidegger, bon, philosophe,
très, très, très influent à une certaine époque, était présenté comme le messie de la philosophie en Allemagne dans les années 20, les années 30, mais les années 30, évidemment, c'est les années d'accession au pouvoir de Hitler et des nazis, et pendant une certaine période, Heidegger a été nazi, et même un nazi enthousiaste. Bon. Alors, est-ce qu'il comprenait ce qu'étaient les nazis? Ben, à quel point oui, puis à quel point non. Puis un peu ça toute la question, parce que il y a beaucoup de gens qui jugent Heidegger avec notre corps d'aujourd'hui. Puis notre manière de voir, c'est parce que quand on parle de Heidegger, on n'a pas le choix de parler du truc nazi. Okay? Parce que ce qu'on a essentiellement, c'est un gars hyper brillant, puis hyper profond, mais qui, en même temps, a une écriture qui est tellement alambiquée qu'on l'accuse souvent de supercherie. Okay, de décrire, d'envoyer des mots en l'air, de mystification intellectuelle essentiellement. Puis il se peut qu'il y en ait. Okay? C'est ça le truc aussi, c'est que c'est peut-être un esprit brillant, mais il y a peut-être une supercherie. Puis en même temps, moi je pense que c'est plutôt un esprit brillant, puis profond et transcendant, mais il a été nazi, là. Okay? Puis a dit des trucs qu'on peut assez facilement trouver en ligne, des défenses des nazis, puis tout ça, qui sont complètement indéfendables et injustifiables. Okay? Puis pour moi, cette question-là de le grand philosophe, okay, qui essaie, à mon avis, mon impression, puis je suis pas certain, je veux le lire pour le savoir, okay? Mais mon impression, c'est qu'il cherche à intégrer le même genre de choses que moi je cherche à intégrer, okay? Qui est justement la réconciliation du moi profond, puis de l'intellect, puis de la dualité, grosso modo. Alors lui, il va complètement dans d'autres directions, il parle du temps, il parle de la mort, etc. Donc c'est ça, fait que je suis pas mal certain que dans le détail, il va ailleurs que ce que moi j'aurais tendance à aller, mais j'ai lu un résumé, là, quelque chose dans ma bibliothèque, je ne le sortirai pas là, mais qui expliquait, c'est ça, le résumé de la démarche de Heidegger, puis fondamentalement, c'est un questionnement philosophique de la présence. Okay. Fait que c'est ça. Fait que la présence, c'est la question fondamentale de l'être humain. Puis ça a l'air niaiseux comme ça, mais non, non. Toute votre vie est la question de la présence. On perçoit des problèmes dans notre monde parce que ces problèmes-là sont le rappel de notre manque de présence à nous-mêmes. Ça, c'est la version courte. Puis l'intérêt ici, c'est que, ben c'est ça, Heidegger, à mon avis, c'est l'impression que j'ai, pose la question de la présence, mais il la pose du point de vue de la philosophie, comme Kant. Il la pose à partir de l'appareil mental. Puis justement, mon hypothèse à moi, c'est que c'est complètement impossible. C'est ce que Kant dit, là, c'est absolument impossible d'accéder à la présence par le mental. Okay. Puis ça nous ramène à la philosophie, puis à Socrate et aux présocratiques. Puis justement, les présocratiques, les socratiques, le Platon et les suivants, là, ben c'est ça, l'erreur philosophique, puis l'erreur de l'Occident, c'est, à mon avis, justement, d'essayer d'accéder à la présence à partir du mental. Okay. Puis ça ne veut pas dire que la démarche en tant que telle est mauvaise, parce que Héraclite, etc., Empédocle, ont l'air de faire ça, mais en vérité, c'est pas vraiment ça qu'ils font, mais bon, on peut dire que la philosophie, à la base, essaie de faire ça. Puis là, justement, lire ces auteurs-là, lire Heidegger, lire Kant, lire Schopenhauer, c'est faire le pèlerinage à travers cette question-là, qui est la question de notre propre conscience, puis de la civilisation occidentale, puis de la civilisation mondiale au complet, puis de comment est-ce que on fait, comment peut-il être possible de réconcilier la dualité, le oui, le non, le toi, le moi, OK, le mâle, femelle, si on veut, OK, le chaud, le froid, qui est l'existence, qui est complètement le mental. OK.
Donc, tu sais, je veux dire, pas partir sur une tangente polémique, mais dans le langage présentement, il y a beaucoup de questions sur le genre, etc. Puis ça se présente comme étant comme une forme de transcendance de la dualité, hein, parce que le mâle et le femelle nous disent, c'est les gens qui souscrivent à cette thèse-là, qui est très répandue, qui a le soutien de l'État, des institutions, etc. Ben, c'est ça, le discours qui nous est présenté, c'est qu'il n'y a pas de mâle et de femelle, c'est complètement une construction mentale. Mais le problème, c'est que l'être humain est un homo sapiens, est un mammifère. Il est dans un corps animal. Puis dans le monde animal, il y a la reproduction, puis la reproduction, elle est généralement sexuée, puis elle est sexuée entre les mâles et les femelles. Fait que c'est ça, puis on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes... Puis là, c'est ça, donc, dans le discours sur les genres, que je prends comme exemple rapidement, ça se présente comme une transcendance de la dualité, mais à mon avis, c'est l'expression encore de la dualité. Puis c'est là où c'est pour ça que c'est autant polémique, en vérité. C'est polémique parce que ça suscite des émotions fortes. Ben, qu'est-ce que ces émotions-là cherchent à exprimer? D'où viennent-elles? Ben, elles viennent de la sensation qu'il y a une menace ou un conflit. Ben, s'il y a une menace, il y a un conflit, il y a une dualité. OK? Fait que c'est ça. Pensons-y 30 secondes, là. OK? Puis, dans le non-binarisme, encore une fois, qui est très à la mode, ben, c'est un discours explicitement non-binaire par rapport à des questions sexuelles, mais ces questions sexuelles-là sont des constructions mentales. C'est juste qu'ils prennent un type de construction mentale, puis ils le remplacent par un autre. Puis, ce qui est crucial, et le détail fondamental ici, c'est que ben, il remplace la dualité, soi-disant mâle-femelle ou peu importe, par la dualité bien-mal, bien croit à la non-dualité, croit que les hommes et les femmes sont 100% pareils et que, tu sais, cette affaire-là, là, okay, le non-binarisme sexuel, okay, le mâle et la femelle sont entièrement des constructions sociales à 100% et quiconque dit le contraire est maléfique et réactionnaire. Bon, ben, ça, c'est binaire. OK, ça fait que c'est un discours de l'unicité, c'est un discours unitaire, là, un appel à la transcendance universelle. OK, c'est ça, c'est le drapeau de la transcendance et de la pure présence, OK, qui est l'unité. C'est le drapeau de la pure présence qui transcende la dualité, mais au conflit d'une guerre d'extermination psychologique. Là, je veux dire, c'est d'une opposition irréconciliable entre le pôle du bien, le drapeau du non-binarisme sexuel, okay, qui est le camp du bien, et le camp du mal absolu, qui est quiconque n'appartient pas à ce camp-là. Okay. Fait que c'est n'importe qui ne souscrit pas à la thèse de les hommes et les femmes sont 100% à tous les points de vue exactement pareils, OK? Puis avec puis il y a toute une série de credos auxquels il faut souscrire pour faire réellement partie du groupe, des credos qui changent continuellement à chaque jour, semble-t-il. Ben, n'importe qui ne souscrit pas à ce credo-là, okay, qui n'est pas dans la bonne gang, est le mal absolu. Okay? Il suffit de dire qu'on ne croit pas à un aspect du truc. Juste dire « je n'y crois pas ». Moi, ça m'est arrivé dans des parties, là, dans des fêtes. Là. Moi, je crois pas. Je ne crois pas à ça. Il y a des aspects où est-ce que c'est vrai, puis il y a des aspects où est-ce que je pense pas que c'est vrai. Bon, ben, dans ces conversations-là, moi, je suis le mal absolu. Ben, si tu as le bien absolu puis le mal absolu, tu as la dualité. C'est même la dualité fondamentale au niveau archétypal, psychologique, si on veut. Archétypal, je sais pas, mais... Fait que c'est ça. Bon, fait que Heidegger... C'est ce genre de problème-là, moi, je pense. Okay? Puis c'est le problème de tous les êtres humains. C'est qu'on a la part transcendante, immanente de la pure présence. La pure présence est unitaire. Il n'y a pas de présence indifférenciée. Tout le monde partage la même présence. Il n'y a qu'une seule chose dans l'univers, c'est cette présence-là. Une manière de l'exprimer. Fait que quand on accède à ça, le plan bouddhique, si on veut, peu importe ces niveaux-là de conscience, vous m'appelez ça comme vous voulez, bien là, oui, on est dans la pure unité, mais on demeure dans un monde de dualité. Puis le grand problème de l'être humain, c'est qu'il n'y a pas pour le moment trouvé une manière de concilier les deux. Il est un et l'autre en même temps. Puis c'est intéressant parce qu'au niveau, cette dualité-là, elle n'a de sens que dans le monde
de la dualité, du point de vue mental. Okay? Parce que du point de vue de la pure présence, la dualité fait partie de la même chose. Okay? Ce sont deux pôles, la même chose. Fait que le conflit n'est pas au niveau de la pure présence. Il est au niveau mental. Mais tant qu'on reste du côté mental, puis là, je conclue là-dessus pour Heidegger, ben c'est ça, je pense que c'est là où est-ce qu'on a autant, c'est là où on se rend compte qu'il y a c'est vraiment un terrain miné, puis il y a des mines à l'intérieur des mines. OK, pendant des kilomètres, là, c'est hyper dangereux, là. Et puis, je trouve ça intéressant parce que l'Occident et l'Orient a beaucoup développé la pure présence, etc. Puis l'impression que j'ai, puis j'oublie le nom de l'auteur qui a écrit Story Waiting to Pierce You, mais c'est beaucoup lui qui parle de ça. L'Orient avait un rôle qu'il a accompli, essentiellement, qui est de développer le bouddhisme, par exemple, le zen, là, qui est la partie non-duel. Okay? Puis l'Occident avait un rôle, mais lui a échoué. Puis il a échoué pour les raisons philosophiques dont on parle depuis tantôt. Okay? Parce qu'il est tombé dans le piège de la dualité, puis il n'a pas réussi à voir que, justement, cette dualité-là est en relation, puis quel type de relation avec l'unité, avec la présence. Fait que notre problème, à mon avis, c'est beaucoup ça collectivement. Okay? Puis ça se reflète dans notre psyché, nous sommes l'expression de ce problème-là. Okay? Puis la solution qu'on a essayé de trouver, c'est d'aller chercher les philosophies orientales, puis de les imposer ici ou de les intégrer ici. Puis en partie, clairement, c'est une excellente chose, puis clairement, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, puis qui est rempli de toutes sortes de bienfaits, là, puis absolument, c'est clair qu'il faut le faire. Mais d'un autre côté, il y a des aspects où ça peut pas régler tous les problèmes, particulièrement pour quelqu'un qui vient de l'Occident. Okay, parce que psychologiquement, j'oserais dire, c'est polémique, mais il faut le dire, là, il y a des aspects qui sont peut-être psychologiques, qui sont peut-être culturels, mais qui sont très différents entre, par exemple, la Chine, puis c'est ça, les États-Unis, c'est ça, l'Occident en général, puis c'est ce rapport-là avec la dualité, etc. Fait que c'est ça, puis notre manière, encore une fois, de dire en Occident, on a une manière de nier la dualité qui renforce la dualité. Ça, c'est l'erreur de l'Occident. Tout notre problème, il est là. Fait que c'est la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle on va lire tous ces philosophes-là, puis aussi, c'est un défi intellectuel, ça a l'air amusant. Fait que c'est ça. Donc, puis c'est particulièrement fascinant chez Heidegger, parce que c'est ça. On a l'illustration d'un gars brillant qui, à mon avis, cherche à résoudre cette question-là, qui est la question fondamentale de l'être humain, puis de la présence, de la dualité, puis etc., mais qui est l'expression ultime de l'erreur de l'Occident, parce que Christ, il a été nazi pour vrai, là. Okay? Puis ça, c'est toute une question, mais au moins pendant, au minimum pendant 1 an et demi, 2 ans, il a été un nazi enthousiaste, là. Fait que c'est ça, puis finalement, je suis curieux de savoir où est-ce que le bouquin dit qu'est-ce que je pense qu'il dit, ou quelque chose, ou à quel point c'est quelque chose de différent. Puis une des raisons de lire tous ces livres-là, c'est justement, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a vraiment dit, pas qu'est-ce que tu imagines qu'il a dit. Okay? C'est beaucoup le but de l'exercice. Puis si vous regardez autour de vous présentement, il y a beaucoup de gens, dans le peu de gens qui lisent des livres, j'oserais dire, il y a beaucoup de gens, moi, qui des fois donnent l'impression de, c'est ça, à quel point est-ce que les gens parlent du contenu du livre versus qu'est-ce qu'eux veulent qu'il y ait dans le livre. Le bonus, puis là on est dans la science-fiction, le bonus, c'est pas rien qu'un livre, c'est je sais pas, il y en a 10, 15, 20, c'est History of Middle-earth de Tolkien. Le livre que je veux lire, mais que vous n'êtes pas obligé de lire. Fait que je le compte comme un seul livre, mais encore une fois, il y a peut-être 20 000 pages. Là. Fait que, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce que Tolkien a écrit par rapport aux Terres du Milieu. Pendant toute sa vie, y compris de nombreuses réécritures du Seigneur des Anneaux avant d'en venir à la version que nous on connaît. Dans les premières versions, par exemple, c'est Aragorn est un hobbit. C'est Strider au début, c'est ça, c'est un hobbit. Ça fait qu'il y a beaucoup de différences assez importantes, puis Tolkien découvre son histoire en cours de route, puis il la découvre en l'écrivant et en la réécrivant. Mais son histoire, c'est pas juste l'histoire avec un petit H du Seigneur des Anneaux, puis de Bilbo, si on veut. Ça, c'est surtout le Seigneur des Anneaux, là. Mais c'est le Seigneur des Anneaux et
le Silmarillion, que lui considérait comme étant l'œuvre de sa vie. C'est ça, le Seigneur des Anneaux est une œuvre périphérique au vrai bouquin sur lequel il travaillait, qui est le Silmarillion, qui est la légende, c'est ça, la théogonie, si tu veux, de cet univers-là que lui était en train de créer. Donc, théogonie, donc la création par les dieux, comment est-ce que les orques arrivent, comment est-ce que les elfes arrivent. Puis c'est l'histoire, en fait, c'est ça, c'est une exploration philosophique de la tâche originelle et la rédemption. Parce que Tolkien est catholique, puis quand tu comprends que Tolkien est catholique, c'est ça que c'est, le Seigneur des Anneaux. Okay? Puis dans des lettres, je pense qu'il dit... il le dit là, explicitement, c'est ça. Éventuellement, Iru Ilúvatar, le dieu, là, ben, c'est ça. C'est notre Dieu à nous, c'est une version romancée, mais c'est notre Dieu, la Terre du Milieu, c'est notre terre, puis éventuellement, il y a une figure christique qui vient corriger la faute originelle qui est dans la version de Tolkien. Morgoth, là, je pense. C'est essentiellement l'ange déchu qui introduit la note de dissonance dans la création, mais on sait dès le début du Silmarillion que cette note de dissonance va être utilisée par Iru Ilúvatar, le dieu suprême. Morgoth croit qu'il est en train de semer le chaos par orgueil, mais en fait, même ça, ultimement, fait partie du champ d'Ilúvatar, qui est la création. Puis il y a un rapprochement intéressant avec la faute de l'Occident, l'erreur de la chute de l'Occident au niveau du mental. À quel point est-ce que c'est ça qui se passe, va savoir. Je pense que c'est clairement une erreur tragique là, qu'on a faite de se perdre dans notre mental et dans la dualité. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en a retiré? C'est difficile à savoir. Mais certainement, Tolkien, j'ai fini par lire le Silmarillion, puis c'est dur à lire parce que Tolkien écrit dans un style basé sur genre les écrits scandinaves. Là, c'est un style qui n'est pas fait pour faciliter la lecture. C'est un peu comme une version 1000 fois plus complexe du Lovecraft là, en anglais, là, où est-ce que c'est très alambiqué. C'est un autre type d'alambiqué. Lovecraft écrivait comme un pastiche de Dunsany, là, mais plus tard, un pastiche de genre de pasteur ou d'historien britannique, américain du 17e siècle. Là. Le style de Lovecraft est un type d'écriture alambiquée qui est très symptomatique d'une certaine époque aujourd'hui oubliée de la littérature anglo-saxonne. Tolkien est, c'est ça, à mi-chemin entre l'écriture biblique et l'écriture des écrits scandinaves et tout ça. Fait que c'est très très dur à lire au niveau du langage, puis il y a c'est long, là, c'est interminable en vérité. Puis, en plus de ça, puis ça, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment déprimant, mais après ça, je vais dire pourquoi c'est bon, puis après ça, on va conclure. Ben, la vraie raison pour laquelle c'est difficile à lire, c'est parce que c'est prodigieusement déprimant. C'est parce que c'est toujours... Tout ce qu'il y a dans le Silmarillion, c'est... Tout le Silmarillion, puis le Seigneur des Anneaux, quand on s'en rend compte, là, quand on le sait, puis qu'on prête attention, c'est clairement ça, c'est une exploration du thème de la déchéance et de la décrépitude. Donc, alors, il y a toujours une ascension, mais elle est brève. Puis après ça, la partie ombrageuse du chant de Morgoth reprend le dessus et tout le monde finit par tomber. Tu sais, dans la quatrième version, la quatrième partie, la suite du Seigneur des Anneaux que Tolkien a commencé à écrire, lui-même a arrêté après quelques pages parce qu'il trouvait ça trop déprimant, entre autres. Puis ce que ça racontait, c'était comment la race humaine ayant triomphé de Sauron, okay, sombrait dans la décadence, puis la corruption, etc. Comment le mal reprenait le dessus très rapidement. Là. C'est quand même dommage parce que je crois, il y a des hypothèses qui disent que c'était les deux autres, les magiciens bleus, là, peu importe, il y a Tolkien, Saruman, puis Radagast, puis il y a les Blue Wizards qui partent à un moment donné, puis apparemment, eux on sait très peu de choses d'eux, mais Tolkien mentionne à un moment donné qu'ils ont été corrompus, puis il y a des raisons de croire que les méchants, ce que ça aurait raconté finalement cette quatrième partie, The New Shadow, je pense qu'ils appelaient ça, ça aurait été, les vrais méchants, ça aurait été eux, en fait. Ça aurait été le retour des magiciens bleus, puis comment eux avaient été corrompus par, finalement, Sauron, qui est cette corruption initiale. Fait que j'aurais été curieux de lire, mais c'est ça, quand on lit, mettons, Unfinished Tales, moi, j'ai commencé, c'est ça, c'est des malédictions, c'est tout
tout est condamné d'avance à souffrir. OK? Fait que des souffrances morales atroces. Fait que c'est vraiment dur à lire. À un moment donné, tu dis, OK, je vais lire 10 000 pages de tout ça. Mais quand j'avais fini le Silmarillion, c'est tellement un accomplissement majeur. Je veux dire, la sensation que j'ai eue en finissant le bouquin, puis en mettant le livre de côté, puis en me disant « Wow, je viens de finir de lire le Silmarillion », cette sensation-là intérieure, à ce moment-là, je me suis dit « Non, je vais tout lire, là. » OK, parce que ça produit ce que les grandes œuvres d'art sont supposées produire. C'est pareil comme Thucydide ou quelque chose comme ça, un monument de ce que la race humaine est capable de produire à son meilleur, même quand elle exprime, quand elle semble exprimer narrativement ce qu'elle fait de pire, en quelque part. Fait que je suis très curieux de le lire, puis même si, honnêtement, je suis pas très je suis moins intéressé de lire les 8 versions du Seigneur des Anneaux, je sais pas comment est-ce qu'il y en a, là. C'est ça, je suis pas exégète à ce point-là, mais bon, c'est sur mon to-do, les lire, si on veut. Mais les parties vraiment qui m'intéressent, je le lire au complet quand même, mais je suis très curieux de le lire parce que c'est Tolkien, puis le Silmarillion, j'ai trouvé ça hallucinant, puis c'est un défi de lecture, j'en conviens, puis ça fait partie, encore une fois, de ce qui m'intéresse dans ces bouquins-là, mais ultimement, je veux le lire parce que j'ai tellement aimé le Silmarillion, puis j'espère que je vais retrouver ça dans plusieurs de ces livres-là, puis c'est ça, c'est des histoires dans le monde, le second âge, le premier âge, les histoires des elfes, les guerres des elfes, etc., c'est ça, puis Morgoth, puis les débuts de Sauron, si on veut, il y a plein d'affaires comme ça. Ça fait que je suis très curieux de lire, puis wow, j'ai dû parler pendant une heure et demie, j'ai pas compté. Mais c'est ça, c'était tout pour le hors-série aujourd'hui. 10 livres que j'ai l'intention de lire, que je veux lire, mais que vous n'êtes pas obligé de lire. Si ça vous tente pour le fun, là, je dis pas ça pour faire ma plug de YouTube. Là, si vous avez des titres que ça vous tente de lire, je serais très curieux de les lire dans les commentaires pour vrai. Là. Fait que sentez-vous bien à l'aise. Et puis, c'est ça, comme toujours, si vous voulez soutenir mon travail, il y a des formulaires dedans dans les commentaires. Et puis, si vous aimez les vidéos sur les bouquins, moi j'ai mis plutôt l'accent sur les films sur la chaîne, mais si vous aimez ça, que je parle de bouquins, ça aussi, vous pouvez me mentionner dans les commentaires, tout ça, là, ou si ça vous tente, j'en ferai d'autres, OK? Donc, je suis en train de lire un bouquin des frères Strogatsky, entre autres, là, c'est plutôt cool. Ça fait que, sans plus tarder, portez-vous merveilleusement bien, la vie est belle, et à très bientôt.